Juste pour vous indiquer que la vocation de Dix Digital, c'est d'organiser ce genre d'événement sur une thématique précise, avec généralement un panel de 4 à 5 intervenants pour traiter le sujet sous des angles différents. Je pense que nous pouvons commencer si Rodolphe nous a rejoint. Donc déjà, si on prend une vue d'hélicoptère et je dirais même satellite de très très haut, le marché de l'IoT recoupe en fait finalement trois macro-marchés qui sont finalement assez différents, mais pour des raisons peut-être un petit peu de mode, se sont rebaptisés ou ont été reclassifiés dans le terme IoT. Euh, qui d'ailleurs au tout départ était plutôt lié au RFID, donc à un élément très spécifique. Donc, je trouve utile et je partage avec vous cette segmentation qui n'est qu'une segmentation et on pourra toujours trouver des exemples qui contredisent ces grandes catégories, mais en général, c'est assez effectif pour analyser le marché ou les solutions ou les challenges qu'il faut relever dans ces différentes catégories. Donc le premier, là, c'est ce que j'appelle Smart Home et Wearable. Donc ça va être toute la montre connectée, l'enceinte connectée, le thermomètre de maison, les wearables, les Fitbit. On peut mettre aussi les tablettes, certains mettent même les smartphones là-dedans, mais ça, je pense qu'on est déjà plus ou moins en dehors de l'IoT, ou les balances connectées, etc. La deuxième catégorie, c'est le Smart City, qui est souvent aussi évidemment associé à l'IoT, tout ce qui va être autour de l'éclairage public, de la gestion de la propreté des déchets, ça peut être aussi autour des travaux, et puis bien entendu les machines, les usines, les oil and gas, les gestions d'infrastructures, etc. Et puis, la partie Connected Object proprement dit, où on va être sur des applications beaucoup plus répandues, on va dire, géographiquement et peut-être plus contraintes aussi techniquement. Donc, qu'est-ce qui distingue en fait, si on regarde ces différentes marchés, sur le wearable, typiquement, on a un objet qui est avec son utilisateur. Donc, il y a quelqu'un qui est tout le temps en train d'utiliser son téléphone, sa montre connectée, son thermomètre de chez lui, etc. Donc, il va pouvoir maintenir l'objet. S'il tombe en panne, on enlève la batterie, on la remet, on reboot. On a une capacité d'action sur l'objet. Et l'énergie n'est pas un problème parce qu'on est soit avec l'utilisateur, soit dans la maison. Et globalement, même s'il y a une batterie, on peut recharger fréquemment. Ce n'est pas un véritable problème. Côté Smart City et industrie, là, on va avoir un technicien qui va en général être sur place et qui va pouvoir gérer l'outil, changer la batterie, comme je le disais, et éventuellement améliorer la réception de l'objet s'il y a des problèmes de radio, etc. Et l'énergie, là aussi, n'est pas limitée, puisqu'en général, on est dans un environnement qui est contrôlé par une entreprise ou une ville. Et puis, quand on va dans le Connected Object, là, on va arriver sur des objets beaucoup moins intelligents, répandus soit sur des objets qui sont maintenus eux-mêmes, mais qui sont, comme on voit, des véhicules, des objets de chantier, etc. Donc, il n'y a pas forcément un technicien, un électronicien ou un expert de la radio qui va pouvoir intervenir fréquemment. Et puis, l'utilisateur n'est pas forcément, par exemple, le conducteur d'engin ne va pas forcément gérer la partie qui va remonter les collectes de maintenance de cet engin. Donc, c'est un objet qui doit être conçu pour avoir le moins de maintenance possible, voire pas de maintenance du tout, et qui va être en général dans des environnements très contraints. Là, j'ai mis par exemple les exemples de l'agriculture ou le bétail, où il va être assez compliqué d'aller changer les batteries sur le collier de milliers de vaches dans des champs. Et puis, bien entendu, il y a à l'intersection de ces trois cercles des usages mixtes que l'on peut aussi envisager.
Alors, après, du coup, ça segmente quand même pas mal parce que l'environnement dans lequel est utilisé l'objet change. Donc, typiquement à la maison, où ça va être le Wi-Fi, ou autour de la personne, ça va être le Bluetooth. Donc, on est dans un environnement où le réseau est fourni finalement par l'utilisateur ou l'environnement, mais pas directement par l'objet lui-même pour se connecter au cloud. Et l'environnement de localisation de l'objet est très lié à l'utilisateur ou à son lieu. Dans le Smart Industry, on va avoir un réseau qui va être plus contrôlé. On va être dans peut-être des réseaux d'ailleurs câblés, des réseaux privés, des réseaux d'entreprises dans un campus, une usine. Et on va avoir des technos dites mesh, typiquement, qui vont permettre de faire cela. Dans les objets connectés, qui vont donc être plutôt sur des environnements, des zones géographiques qui vont peut-être atteindre la région, voire le pays, la ville, on va devoir avoir des réseaux vraiment longue portée et qui ont une logique de réseau public pour assurer la couverture, donc, telle que le LTE, hein, qui est la 4G M pour le M2M, et puis Sigfox, LoRa ou NB-IoT qui sont des variantes. Puis j'ai mis LoRa et NB-IoT, mais on aura une présentation après plus détaillée de LoRa à l'intermédiaire, puisque ça a aussi des capacités pour faire des réseaux privés optimisés. Donc, dernier point sur ces trois grands marchés, c'est que l'approche du marché est aussi finalement assez différente. Donc, dans le smart home, on va être dans la consumer électronique avec un marketing de type B2C. Si vous lancez une montre connectée, c'est clairement pas du tout la même chose qu'un collier de connecté pour une vache. Où là, dans le domaine des connected objects, on va être sur du device ad hoc et une approche qui est en B2B, de même que pour le Smart City. Alors, deuxième grand principe que je voulais aborder en quelques minutes, c'est que la chaîne de valeur de l'IoT est particulièrement complexe. Et finalement, c'est peut-être une des industries les plus complexes qu'on a aujourd'hui dans la high-tech et en général, et qui demande d'utiliser de très nombreuses compétences avec une haute technicité chacune. Donc, par exemple, il faut évidemment un capteur. Il va falloir capter l'information qui a de l'importance. Et là, il peut y avoir une très haute technicité. Par exemple, si on doit aller être capable dans l'industrie de récupérer une température dans un four avec des produits chimiques très toxiques, c'est une ingénierie très, très, très pointue. Ensuite, le device lui-même, l'objet lui-même, il a aussi beaucoup de problématiques à gérer en termes de coût, de résistance. L'antenne est aussi souvent un objet. Il y a très longtemps, j'avais travaillé sur un projet avec Nespresso. Ils avaient mis leur antenne un peu n'importe comment et la qualité de réception était très, très mauvaise. Des problèmes de sécurité également, de maintenance du logiciel, etc. Ensuite, il y a tout le problème de la radio, du réseau, sur lequel je vais revenir juste après. Et puis, il faut encore, après, maîtriser toute la partie cloud, l'infrastructure, l'aspect international, les réglementations qui imposent d'avoir les données dans un pays, plus la RGPD, etc., pour enfin arriver à la gestion de la donnée elle-même, mais là encore avec une chaîne assez complexe, du middleware, maîtriser une application verticale. Et même si on a tous les éléments techniques, il y a encore tous les aspects humains, le change management, le fait qu'on va avoir une nouvelle donnée va peut-être changer le processus, créer des nouveaux aspects d'opération et puis tout l'environnement légal et financier autour de ce nouveau service. Donc, en fait, lancer un service IoT, ça peut être assez facile de faire un POC technique en démontrant qu'on est capable de remonter une donnée précise au cloud et la montrer dans un écran. Ça, il y a beaucoup de gens qui savent le faire, mais transformer en un vrai service qui va être adopté par une entreprise
est beaucoup plus compliqué parce que ça demande la maîtrise d'énormément de compétences le long d'une chaîne de valeur elle-même extrêmement complexe et dans un environnement technologique compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est que assez peu d'entreprises finalement ont les moyens d'avoir en interne toutes ces solutions, toutes ces compétences, pardon. Donc, ça suppose pour elles soit qu'elles arrivent à trouver une solution end-to-end sur le marché, qu'elles puissent adopter très rapidement. Mais il s'avère que c'est assez rare finalement parce qu'il faut que le marché soit suffisamment large et suffisamment mature pour qu'une telle solution un peu sur étagère soit disponible. Ou alors il faut qu'elle s'organise pour gérer toute cette complexité, ce qui crée des processus assez complexes et des risques assez élevés, même s'il y a des fournisseurs de très haute qualité sur toutes les briques que j'ai mentionnées. Et c'est pour moi une des raisons principales de la lenteur du décollage de l'IoT. Je vais très vite là, sur l'aspect réseau. Là, j'ai juste montré, j'ai pris, mais si vous faites une recherche sur Internet, vous trouverez 10 000. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué. La brique réseau que j'ai mise au milieu, elle est particulièrement complexe parce qu'il y a des overlaps sur les technologies. Donc, c'est une décision assez complexe et pour chaque projet, le client doit trouver la solution ou les solutions d'ailleurs, parce que parfois plusieurs solutions peuvent être adaptées pour un même projet, adapté à son projet spécifique. Et puis, dans les 2 minutes qui me restent, je voulais tirer quelques conclusions un petit peu tranchées suivant les profils. Donc, pour les entreprises, de bien penser dès le début d'un projet à toutes ces compétences et à trouver une structure de gouvernance qui va permettre, éventuellement avec des experts externes, bien sûr, d'aligner ces compétences pour réussir. Sortir de la logique techno, il y a un problème techno passionnant, c'est évident, mais quelle est la valeur de la donnée que l'on veut vraiment gérer et une fois qu'on a ça, comment transformer son business en conséquence. Ensuite, être particulièrement attentif à la technologie radio, sans pour autant attendre la 5G, parce qu'elle ne va pas vraiment couvrir tous les cas de l'IoT, elle va mettre longtemps à être disponible sur des grands territoires. Donc, par rapport à mes slides précédents, finalement, ça sera une technologie adaptée à certains cas, mais pas à tous les cas. Et puis d'avoir la foi, parce que ça va arriver, mais ça génère de très grands gains et ROI ensuite, une fois qu'on a réussi ces projets. Pour les solutions providers, comme je l'ai dit, qui ont du mal à s'imposer sur l'ensemble des chaînes, il faut avoir des plateformes assez versatiles pour pouvoir s'intégrer facilement aux third parties, et puis aussi, peut-être plus important encore, pour pouvoir faire des offres sur mesure à chaque client. Parce que précisément, comme c'est la valeur de la donnée qui est cruciale pour chacun de ses clients, il est vraiment essentiel que le client puisse définir lui-même exactement ce qu'il veut collecter comme données. Et s'il prend une solution qui est sur étagère, ça veut dire qu'il ne peut plus se différencier. C'est-à-dire que son concurrent industriel peut aussitôt reproduire sa solution. Donc, tous les clients exigent un niveau de sur-mesure important. Et donc, pour un solution provider, l'enjeu est de définir une plateforme qui soit suffisamment générique pour ne pas être coûteuse pour réaliser des offres sur mesure à chaque client. Enfin, dernier élément sur la dimension opérateur. Aujourd'hui, on a un débat qui est très tourné sur je suis le meilleur, j'ai la meilleure solution. En réalité, si on est centré sur les besoins des clients, il faut d'abord être de plus en plus agnostique sur la connectivité. Moi, je ne comprends pas pourquoi plus d'opérateurs n'intégreraient pas des offres d'intégration de réseaux privés managés basés sur LoRa, par exemple, qui va être présenté juste après, ou pourquoi pas revendre du Sigfox. Ça va offloader du trafic machine-to-machine qui a faible valeur de leur réseau qui est très coûteux et tout en offrant aux clients des solutions qui sont ultra performantes pour certaines niches du marché. Et puis, une autre opportunité pour les opérateurs, c'est ils ont la capacité et la référence historique pour développer
des compétences sur l'ensemble de la chaîne de valeur et de venir dans les équipes projets, sans nécessairement être prime, aider leurs clients à réussir le lancement d'un projet qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, particulièrement complexe et risqué et hautement technologique. Et donc, en dernière phrase, et je suis presque dans les temps, l'IoT va se développer, il n'y a pas de chemin en arrière, on le sait, on est bourré d'électronique partout. Maintenant, c'est possible de rendre connecté un objet électronique, même vraiment avec très peu d'électronique, très peu d'intelligence, très peu de batterie. Donc, l'IoT est là, elle va arriver, préparez-vous pour une adoption massive. Merci. Merci beaucoup, Rodolphe. On va enchaîner avec Olivier